Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 16 mai. Engagez-vous, rengagez-vous. Jack Lang cherche des profs. 165 000 postes sont à pourvoir d'ici 2005. L'amiante qui empoisonne les retraites. Un retraité sur 4 en France a été exposé au cours de sa vie aux dangers de l'amiante. Une première dans le monde de l'aviation commerciale. Air France est condamnée pour surbooking, la survente ou la surréservation, une pratique pourtant tolérée par Bruxelles. L'ancien ministre Gérard Longuet devant les juges du pôle financier dans le cadre de l'enquête sur l'attribution des marchés des lycées d'Île-de-France. Cannes et le grand retour de Jacques Rivette, l'un des derniers maîtres de la nouvelle vague, avec, va savoir, une belle surprise en forme de comédie. Et puis du foot avec la première grande finale européenne entre les Anglais de Liverpool et les Espagnols d'Alaves, un match à suivre en direct sur France 2 après ce journal. Jack Lang ouvre donc un bureau d'embauche et le fait savoir. D'ici à 10 ans, près de la moitié du corps enseignant actuel partira à la retraite. Il faut donc le renouveler et recruter 165 000 professeurs et enseignants d'ici 2005 avec un slogan « Professeurs et si l'avenir, c'était vous ». Hélène Hugues et Frédéric Pasquette. Branché, sensible, sympa, c'est l'image que l'éducation nationale veut donner des enseignants. C'est peut-être pas grand-chose, mais ça lui a fait vraiment plaisir. Il a enfin réussi à faire lire au petit Antoine ce poème de Prévert. Professeur, et si l'avenir c'était vous? Une campagne télévisée, des affiches, des dépliants pour susciter des vocations. Viser les étudiants d'aujourd'hui, il faut les convaincre d'urgence de devenir les profs de demain. Dans les 5 ans, 165 000 postes sont à pourvoir. Au début, j'ai choisi cette filière pour faire prof en fait, mais ça m'intéresse de moins en moins quand je vois les conditions, surtout d'enseignement actuelles. Ça donne pas vraiment envie en fait de se lancer là-dedans. Tout simplement. Moi, à l'inverse, j'ai plus envie d'être prof maintenant que je suis à la fac. Au début, j'étais vraiment rebutée et à force de voir des profs, quand je vois des profs très passionnés, c'est ça qui me donne encore plus envie d'être prof en fait. Je pense qu'il faut avoir une vocation pour être prof et c'est pas mon cas. Tout simplement. Je trouve que la rémunération envisagée sous cette forme-là est peut-être un petit peu juste, quoi, effectivement. Surtout pour le niveau d'études qu'on a, quoi. Des salaires moyens qui tournent autour de 9 000 francs net en début de carrière pour un professeur ou un instituteur, selon les chiffres du ministère, pour plafonner à 24 000 francs en fin de carrière pour un professeur agrégé. Des conditions d'enseignement souvent difficiles, il faut aujourd'hui faire face au manque de motivation des élèves ou au phénomène de violence. Le métier de prof ne fait plus vraiment rêver. Chez nous, déjà, on commence à percevoir qu'il y a un peu moins de candidats par poste et parfois même dans certaines disciplines, les langues vivantes, les technologies industrielles, les sciences physiques, il commence à y avoir des pénuries. Au ministère de l'Éducation, on se refuse à parler de pénurie. L'idée est d'anticiper pour ne pas avoir à recruter dans l'urgence. Il faut susciter des vocations maintenant et le ministre lui-même n'hésite pas à donner de sa personne. Je me pose la question, si c'était à refaire, si je devais refaire ma vie, que ferais-je? Quel métier je choisirais? Eh bien, je vous le dis très franchement, je choisirais à nouveau le métier de professeur. Le ministère fera autant de campagnes de pub que nécessaire dans les années à venir. Dans les 10 ans, c'est la moitié du corps enseignant qui doit être renouvelé. L'amiante sera peut-être l'un des fléaux pour la santé dans les années qui viennent. Déjà à l'origine de 2000 morts par cancer chaque année, ce chiffre pourrait doubler ou tripler dans les 30 ans qui viennent. D'après l'Institut de veille sanitaire, plus d'un retraité sur 4 a été exposé à l'amiante durant sa vie professionnelle. Audrey Glohagen et Martin Kalidi. Il fait partie de la génération la plus touchée. Jacques Berry est né en 1940. Comme beaucoup d'hommes de son âge, il est l'une des nombreuses victimes de l'amiante. Aujourd'hui à la retraite, cet homme a travaillé pendant plus de 35 ans à la RATP, de longues années où il a côtoyé l'amiante sans savoir. Et je peux dire que ces poussières-là volaient un peu partout. Et même à l'époque, à l'atelier, nous avions des soufflettes. C'est-à-dire que presque, pas tout le monde, mais enfin, on essayait de faire attention, mais on propageait ça dans l'ensemble de l'atelier. Alors tout le monde bénéficiait de ces choses-là. Et personne vous a dit que c'était dangereux pour la santé? Jamais, jamais, à aucun moment. Depuis 1996, Jacques souffre d'insuffisance respiratoire. Ses 2 poumons ont été touchés. Pour seule indemnité, la RATP lui a proposé 9 500 francs. Aujourd'hui, les spécialistes savent que c'est toute une population qui est touchée. Selon un rapport de l'Institut de veille sanitaire, un retraité sur 4 a été exposé à l'amiante au cours de sa vie professionnelle. D'autres tranches d'âge risquent aussi d'être atteintes.
Car si chaque année 2000 personnes décèdent de l'amiante, ce chiffre pourrait doubler, voire tripler, pour atteindre un chiffre accablant, 100 000 victimes supplémentaires d'ici 2020. Bien qu'aujourd'hui, je crois qu'on prend beaucoup plus de précautions en termes de prévention pour empêcher les gens d'être exposés, puisque maintenant la France a interdit l'amiante. Malheureusement, du fait du caractère différé des effets à long terme, toutes les expositions qui ont lieu jusqu'à une période très récente vont continuer malheureusement à produire des cancers. Ce qui était décrit comme un isolant miracle après la guerre se transforme aujourd'hui en cauchemar. Même si l'amiante a été éliminé de nombreux sites, il reste encore à l'heure actuelle trop de bâtiments pollués. Il faudra encore du temps pour venir à bout de ce fléau. En pratiquant le surbooking, un transporteur aérien se met délibérément en situation de ne pas pouvoir honorer ses engagements. C'est l'avis des juges de la Cour d'appel de Douai qui viennent de condamner Air France à indemniser une passagère. Cette pratique de surréservation est pourtant tolérée à l'échelon européen. Les explications d'Éléonore Gay et de Frédéric Vion. Victime du système de la surréservation, cette avocate a su se défendre. Elle vient d'obtenir la condamnation d'Air France et 2000 francs de dommages et intérêts. En 1997, elle réserve 2 billets Bastia-Lille 3 mois à l'avance. Mais le jour du départ, il n'y a plus de place pour sa fille de 6 ans. On m'a donc proposé une autre solution, c'est-à-dire de me mettre sur un vol Bastia-Paris et puis de finir la route Paris-Lille en bus. J'ai refusé parce que j'étais enceinte de 5 mois. Et dans ces conditions, on m'a donc proposé la dernière solution, celle que j'ai acceptée, de m'offrir l'hébergement sur Bastia et puis ensuite de me mettre sur un vol Bastia-Nice puis un Nice-Lille. Chez Air France, un passager sur 1000 reste à l'aéroport pendant que son avion décolle. C'est la conséquence de la surréservation. Les compagnies vendent plus de billets que de places disponibles dans l'avion parce qu'elles comptent sur des désistements de dernière minute, jusqu'à 30% selon les lignes. La méthode permet de rentabiliser les vols, mais surprend les voyageurs et conduits. C'est pas tout à fait normal quand on réserve un billet d'avion et qui est cher, une location, n'importe quoi. Je pense qu'il est nécessaire de ne pas avoir ce genre de problème. On doit savoir si on est en surréservation, auquel cas on ne paye pas le même prix. Et sinon, si on paye un billet plein, on doit avoir une priorité dans l'avion. Mais en contrepartie, les clients malheureux peuvent réclamer entre 500 et 2000 francs de dédommagement selon les vols. Les compagnies sont autorisées à le faire à partir du moment où elles indemnisent correctement le passager, c'est-à-dire qu'elles lui donnent une indemnité forfaitaire en fonction du nombre d'heures de retard et du nombre de kilomètres à effectuer au départ d'un aéroport européen et qui lui remboursent bien entendu tous les frais afférents à ce retard. Un principe d'indemnisation qui vient d'être confirmé par la Cour d'appel de Douai. Air France n'a pas souhaité commenter cette décision mais entend se pourvoir en cassation. Dans la Somme, les militaires continuent de colmater les brèches ici ou là, mais la grande opération pour faire sauter en les dynamitant certains bouchons qui freinent la décrue, cette opération a été reportée. En Bretagne, la mission interministérielle évalue le coût des inondations du début de l'année à une somme comprise entre 800 millions et 1 milliard de francs. Ces intempéries qui ont frappé la France se font ressentir jusque dans le porte-monnaie du consommateur. Les fruits et légumes coûtent de plus en plus cher, soit que les semis n'aient pas pu se faire en temps et en heure, soit que le temps maussade ait prolongé la consommation de légumes d'hiver. Muriel Lassaga et Olivier Comte ont enquêté dans la région toulousaine. Dans la campagne toulousaine, il fait beau et chaud. Les légumes sortent enfin de terre avec plus de 15 jours de retard. Le problème que l'on a rencontré, c'est suite aux conditions climatiques, mais énormément de pluie. On a des carottes fourchues, tordues, tout ça parce qu'il y a eu un excès d'eau. Malgré cela, Gilbert Taillefer estime sa production satisfaisante. Pourtant, ces carottes primeurs se vendent cher, environ 5 francs la botte de 500 grammes pour la vente en gros, soit presque 2 francs de plus que les autres années. En fait, cet agriculteur applique les prix du marché fixés par les gros producteurs. C'est surtout les grosses productions des Landes qui font le prix des marchés. Et à l'heure actuelle, ils n'ont pas suffisamment de production pour inonder les marchés. Et de ce fait, les prix sont un petit peu élevés. Mais aujourd'hui, bonne nouvelle, la tendance semble s'inverser. Moins 1 franc pour les salades qui, avec le retour du soleil, peuvent enfin pousser en plein champ. La baisse se vérifie aussi sur les légumes d'hiver. Tout ce qui était potage ont été très demandés pendant tout le mois d'avril, alors que d'habitude, on va plutôt vers les crudités, vers les tomates de printemps, vers les radis. Moi, je m'interroge. Plus on avance vers le printemps et plus c'est cher, quoi. Interrogation légitime car la plupart des légumes restent chers. Il faudra attendre la semaine prochaine pour que la tendance à la baisse se confirme, en espérant que le soleil ne se cache plus.
Revoilà l'affaire des commissions sur les marchés des lycées d'Île-de-France, des commissions de 2% qui auraient servi à alimenter les caisses des 4 grands partis politiques. Cette fois, c'est Gérard Longuet, l'ancien président du Parti républicain, qui est mis en examen par les juges du pôle financier. Olivier Caroff et Sylvain Daubat. Des policiers en faction, bien devant les caméras, une voiture aux vitres teintées, Gérard Longuet a eu droit à une sortie aussi discrète que possible de la brigade financière. Il venait d'y passer 24 heures en garde à vue. Direction le bureau des juges Ribeyrolles et Brissé-Foucault, Gérard Longuet y apprend sa mise en examen pour recel de corruption. Qu'est-ce qui lui est reproché? En réalité, c'est une extrapolation. On considère que comme il est président du parti, il ne pouvait pas ne pas savoir. En réalité, il n'y a aucun fait qui lui soit reproché directement. Gérard Longuet s'attendait à cette convocation. C'est un entraînement. Décembre dernier, au congrès de l'UDF, il tente de faire bonne figure, mais il sait déjà que l'affaire des lycées d'Île-de-France risque de le rattraper. Quelques heures plus tôt, l'ancien trésorier de son parti, Jean-Pierre Thomas, était passé aux aveux. Il avait raconté son rendez-vous au début des années 90 à la mairie de Paris, dans le bureau du directeur de cabinet de Jacques Chirac. À l'époque, c'était Michel Roussin. Au programme, la répartition de commissions occultes. Jean-Pierre Thomas précisait surtout qui lui avait demandé d'aller voir Michel Roussin. Gérard Longuet, celui-ci démentait, non sans ambiguïté. J'aimerais que ceux qui sont sous les projecteurs pensent de temps en temps aux électriciens. Et chacun comprendra. Phrase lourde de sous-entendu, car dans cette affaire, tout le monde semble tenir tout le monde. L'enquête tente à prouver une répartition d'argent sale entre 4 partis, le RPR, le Parti républicain, mais aussi le PS et le Parti communiste. Xavier Dugouin, l'ancien sénateur RPR de l'Essonne, est à nouveau devant les juges du tribunal d'Évry pour une affaire d'emploi fictif et de corruption. Hier soir, il est ressorti libre de ce même tribunal, bien que le parquet ait requis 18 mois de prison ferme, 300 000 francs d'amende et l'arrestation à l'audience de l'ancien président du Conseil général de l'Essonne. Le jugement sera rendu le 29 juin. Monsieur Dugouin comparaissait pour avoir organisé un trafic d'alcool au détriment du département. Et puis, sachez qu'Alfred Sirvin a refusé ce matin d'être extrait de sa cellule pour répondre à la convocation des juges dans l'affaire Elf. La Corse, les députés ont entamé le fond du dossier avec l'étude du premier article de la loi. Il prévoit, dans certaines conditions, de déléguer à l'Assemblée corse un pouvoir d'adaptation des lois. Petit à petit, dans l'hémicycle, les positions du RPR et de l'UDF se radicalisent, alors que la nuit dernière a été marquée par l'attaque virulente de Jean-Pierre Chevènement contre le projet du gouvernement. Arnaud Boutet et François Granier. Cet après-midi, tout le monde voulait le photographier, l'interviewer. José Rossi, c'est un peu la vedette du jour, quelques heures après son altercation avec Jean-Pierre Chevènement. Sa colère n'est toujours pas retombée. Moi, je crois que Jean-Pierre Chevènement, à l'évidence, essaye de tracer son portrait idéal, sinon pour une candidature, pour une pré-candidature présidentielle qui avortera sans doute en cours de route. Hier soir, la discussion générale a tourné au règlement de compte, avec comme toile de fond la loi littorale et les paillotes. Chacun se souvient, Monsieur Rossi, que vous étiez le protecteur de ces paillotes illégales. Vous avez eu gain de cause. Poursuivez, Monsieur Chevènement. Mes chers collègues, vous savez bien que cette expérimentation législative est vouée à l'échec. Poursuivez, Monsieur Chevènement. De toute façon, c'est vrai, l'expérimentation législative est vouée à l'échec. Mais il n'y a que la vérité qui blesse. Hein. Monsieur Rossi, je vous demande de vous calmer, s'il vous plaît. Je vous demande de vous calmer, vous aurez tout le temps de répondre après, Monsieur Rossi. Je dirais que l'énervement de Monsieur Rossi traduit surtout je dirais, sa propre faiblesse. L'opposition de Jean-Pierre Chevènement embarrasse le Parti socialiste qui refuse toute polémique et préfère défendre son texte. Il y a une esquisse de solution qui peut être durable à la condition, bien sûr, que les élus de la Corse soient à la hauteur de leurs responsabilités. Édouard Balladur se dit favorable au projet, mais le groupe RPR le rejette et envoie quelques piques. Ce que je souhaite, c'est que les mesures de décentralisation soient générales et non pas réservées à ceux qui assassinent. Mais le gouvernement ne veut pas faire de la Corse un laboratoire de la décentralisation. Depuis 16h30, les députés examinent l'article 1 qui prévoit que l'Assemblée de Corse puisse disposer d'un pouvoir d'adaptation des lois de la République. Quelques mètres plus haut, les élus nationalistes écoutent. Ils resteront là une partie de la nuit.
Et cet article 1 vient d'être adopté par 59 voix contre 13. À l'Assemblée nationale toujours, Lionel Jospin, lui, s'est exprimé sur la guerre d'Algérie à propos des aveux du général Ossarès. Ils n'ont pas à se sentir coupables, les officiers et les soldats de carrière qui ont fait leur devoir avec honneur. Ils n'ont pas à se sentir coupables, les militaires de carrière et les soldats du contingent qui, loyaux à la République, ont contribué à l'échec du putsch contre la République le 22 avril 1961. Ceux qui ont accompli des actes barbares et inhumains non conformes à l'honneur doivent être stigmatisés. Tous ceux qui ont simplement fait leur devoir, qui ne doivent en rien être confondus avec les tortionnaires, eh bien, ceux-là, ils méritent seulement, 40 ans après, d'être salués. Je les salue. Voilà, et puis sachez également que Laurent Fabius a annoncé aujourd'hui un doublement de la prime pour l'emploi pour l'an prochain. Et notez cette interview de Nicole Notat à l'hebdomadaire L'Express. Elle critique vivement l'action du gouvernement et regrette qu'il ignore, je la cite, superbement les partenaires sociaux. L'inquiétude près de Sedan après la disparition depuis 12 jours d'une collégienne de 13 ans et demi, inquiétude d'autant plus grande que d'autres affaires du même type se sont produites dans la région. Valérie Hermite et Jacques Gérard. Ne surtout pas perdre de temps. Depuis hier, une centaine de militaires a été appelée en renfort. Leur mission, fouiller tous les bois aux abords de Sedan, draguer, arpenter toutes les berges de la Meuse et des canaux alentours sur plusieurs kilomètres. La disparition depuis 12 jours de la petite Maniana, une jeune fille de 13 ans et demi d'origine thaïlandaise, est prise très au sérieux par les enquêteurs. La dernière fois que la jeune fille a été aperçue, c'est ici, à la médiathèque du centre-ville. Elle y fait ses devoirs, en sort vers 17 h, et puis plus rien, comme volatilisé, dit sa mère. Pour moi, j'ai très peur maintenant, j'ai mal, je ne vis plus, que ça je peux dire maintenant. Pour moi, j'espère pour lui qu'il va trouver quelque chose pour que je peux trouver ma fille, quoi. Maniana est une jeune fille que tous décrivent comme sérieuse, réservée, voire timide. Tout comme l'était Céline Saison. Il y a un an, cette jeune fille de 18 ans disparaissait au sortir de son lycée de Charleville-Mézières, en pleine rue, en plein après-midi elle aussi. 2 mois et demi plus tard, son corps est retrouvé en Belgique. Aujourd'hui, le père de Céline Saison ne peut s'empêcher de s'interroger. Je suis attentif effectivement à l'évolution de cette enquête. Je m'y intéresse beaucoup parce que je crois que, encore une fois, on peut peut-être trouver des éléments qui peuvent rapprocher les deux dossiers, quoi. Les enquêteurs ne privilégient pour l'heure aucune hypothèse, mais s'interrogent eux aussi sur les similitudes de ces deux affaires. Les juges de la Cour d'appel de Riom, dans le Puy-de-Dôme, tranchent le débat sur l'application des 35 heures. Pas question, disent-ils, de réduire les salaires en même temps que la durée du travail. C'est ce qu'avait cru pouvoir faire le patron d'une petite entreprise de métallurgie. Nathalie Moisan et Bruno Libertou. Ces délégués CFDT ne cachent pas leur joie. Avec la condamnation de leur patron, ils viennent sans doute de créer un précédent. Tout commence en mars 2000 avec le passage aux 35 heures. Pascal, comme une dizaine d'autres salariés, découvre avec surprise sur sa feuille de paye que son salaire a diminué. J'ai perdu à peu près 700 francs de salaire. Donc voici le mois fin janvier. Je touchais à peu près 8000 francs bruts. Lors de mon passage aux 35 heures au mois de mars, il ne me restait plus que 7397 francs. En clair, 35 heures payées 35. La CFDT attaque l'entreprise qui est condamnée. Le patron ne devait pas modifier les contrats de travail sans l'accord des salariés. Le Conseil de prud'homme dit non, on ne peut pas faire les 35 heures payées 35. La Cour d'appel dit on ne peut pas faire les 35 heures payées 35. Donc maintenant, je pense que l'arrêt de la Cour d'appel dit c'est 35 heures payées 39, point. Impossible, répond le PDG qui a repassé tous ses salariés à 39 heures. Ses concurrents polonais ou espagnols ont des coûts salariaux beaucoup moins importants. La survie de l'entreprise est en jeu. Nous sommes un sous-traitant sans marge de manœuvre. Nous avons sorti l'entreprise d'une situation de redressement judiciaire. Nous nous battons pour payer encore le passé, ce qui est un handicap, et nous nous battons pour sauver 25 emplois dans l'entreprise.
Sûr de sa bonne foi, le PDG envisage de se pourvoir en cassation. Ségolène Royal veut limiter le nombre de placements d'enfants. Chaque année, ils sont 150 000 séparés de leurs parents et placés dans des institutions ou des familles d'accueil. En agissant en amont et en soutenant les familles en difficulté, la ministre espère diminuer ce nombre de moitié. Cette journée est celle consacrée aux troubles de l'audition, un handicap qui touche maintenant 5 millions de Français. Et même si les prothèses auditives se sont nettement améliorées, le choix d'y recourir n'est pas toujours facile. À Versailles, le reportage de Florent Muller et de Frédéric Faure. Vous êtes sorti, vous avez fait quelque chose? Attendez, je vais vous mettre votre appareil. Vous m'entendrez mieux comme ça. Elle la surnomme sa chaîne-IFI. Ça a commencé par des lambeaux de phrases qui lui échappaient, des sons évanescents. En janvier dernier, Françoise Clamadieu s'est décidée comme près de 800 000 Français pour le port de prothèses auditives. Mais il faut bien de la patience pour franchir le mur du silence. Les premiers jours, l'appareil balbutie. Quand je suis arrivée chez moi, alors là, l'ascenseur qui s'ouvre, les clés pour ouvrir, là, ça a été quelque chose d'infernal, mais on m'avait prévenu. Une paire de prothèses coûte la bagatelle de 18 000 francs. La sécurité sociale n'en rembourse qu'une sur deux à hauteur de 1 300 francs. C'est un outil de luxe qu'il faut soigneusement bichonner. 1, 2. Mais le luxe n'est pas toujours superflu. Poser une prothèse à temps, ça veut dire éviter que la surdité ait tendance à s'installer et que les centres auditifs, c'est-à-dire le système auditif central, en fait, s'endorment, entre guillemets. Désormais, Françoise goûte avec délice au bruit du quotidien. Ses cheveux dissimulent avec élégance son handicap, mais il lui a fallu du temps pour adopter ses parures sans pareil. Le premier soir où je suis rentrée avec les prothèses, j'ai pleuré parce que je me suis dit, outre les lunettes, maintenant tu es appareillée, tu commences à devenir une grand-mère, enfin une personne âgée. Et au contraire, c'est un moyen de rester jeune. Voilà. En revenant au monde sonore, Françoise a vaincu l'isolement qui la menaçait. Et si vous n'entendez pas l'une de ces 4 notes, vous feriez bien vous aussi de consulter un otorino. À moins d'un mois de la mise en service du nouveau TGV méditerranéen, la SNCF et les autorités marseillaises ont voulu prendre leurs précautions en organisant un exercice de secours dans le tunnel qui arrive à Marseille, le plus grand de France, 7 km 800, sous lequel on imagine mal en effet qu'une rame de TGV puisse rester bloquée. Tout s'est parfaitement bien passé. Toujours à propos de train, ce scénario catastrophe qui s'est déroulé dans l'Ohio, un train de marchandises contenant de l'acide industriel a démarré tout seul sans conducteur. Il a roulé pendant près d'1 heure avant que les cheminots puissent accrocher une deuxième locomotive à l'arrière du convoi pour le ralentir et permettre ainsi à quelqu'un de monter à bord. Heureusement, là aussi, tout s'est bien terminé, mais ça n'était pas un exercice cette fois-ci. Un mot sur Israël. En ce moment même, des hélicoptères israéliens bombardent des positions dans le nord de la bande de Gaza. L'armée israélienne qui s'est déjà livrée à 5 incursions dans les territoires dans la journée. La mort d'un grand monsieur de l'archéologie, l'égyptologue Jean-Philippe Loher, est décédé à Paris à l'âge de 99 ans. Il avait consacré toute sa vie à la réhabilitation de la pyramide de Saqqara. Commentaire de Gérard Dalmaz. La plus vieille construction en pierre au monde, c'est la pyramide à degrés de Saqqara. 2800 ans avant le Christ, elle symbolise l'escalier menant au paradis des pharaons. C'est là, en 1926, qu'est nommé l'architecte Jean-Philippe Loher, 24 ans. L'Égypte est son grand amour, Saqqara en est le coup de foudre. Marguerite, jeune épousée, en est également conquise. L'architecte Loher consacrera tout le reste de sa vie, 70 ans d'acharnement, à restaurer le travail de l'architecte de Saqqara, Imhotep, constructeur de la montagne sacrée au nom du mystérieux roi Djoser. 48 siècles sont passés, le complexe funéraire n'est plus qu'un gigantesque puzzle. Loher va remonter certains bâtiments pour que les visiteurs imaginent les autres. Chef-d'œuvre Loher, la réhabilitation de la fameuse colonnade. Pour cette colonnade, j'ai remis en place environ 700 tambours de colonnes comme ça. Les secteurs de tambours, plus les raccords, il y en a peut-être 300 ou 400 raccords. Plus un millier de morceaux. Érudit immense, modeste, authentique et pourtant digne héritier de Mariette de Maspero, Jean-Philippe Loher a su arracher Saqqara au sable envahisseur et à la nuit de l'oubli. Il y est parvenu, bloc par bloc, la force de la passion.
Et puisque nous parlons d'archéologie, ces images de momies découvertes dans les Andes péruviennes, des momies qui dateraient de 700 à 1500 après Jésus-Christ. Voilà, partons maintenant pour Cannes. 10 ans après La Belle Noiseuse, Jacques Rivette, l'un des derniers maîtres de la nouvelle vague, est de retour et il crée la surprise avec Va savoir, une comédie légère, pétillante, avec Jeanne Balibar. Reportage de Michel Monpontet et de Patrick Deschmaker. Dans une comédie sentimentale, au jeu des couples, la première carte qu'on abattrait serait, disons, le couple légitime, mari et femme. La deuxième carte, qui complique la première, serait le couple envisageable. Désir, attraction, tentation, interdit. Pour corser le jeu, faites ensuite revenir le couple d'anciens amants, devenus bons amis, mais qui pourraient éventuellement redevenir bons amants. Donc, si on résume... Dans le film, j'aime Camille, qui est interprétée par Jeanne Balibar, et Sonia par Marianne Basler. Moi, j'aime Hugo, moi. Moi, je suis Hugo, et je vous aime, monsieur. Non, j'aime Camille. Moi, j'aime tout le monde. Mais particulièrement Pierre, qui est Jacques Bonafé, qui est mon mari. Je lui suis malgré tout fidèle. Personne ne m'aime dans cette connerie? Sans déconner. Et personne ne m'aime? Vous avez une fille dans ce cours? Pardon? Non, trop jeune pour ça. Vous avez une grande sœur? Non, j'ai ni fille ni sœur. En se mettant à la comédie sentimentale, Jacques Rivette semble attiré à son tour par la légèreté. Comme Alain Resnais le fut en son temps lorsqu'il réalisa On connaît la chanson, le maître de la nouvelle vague se dériderait-il? Oserait-il la légèreté? Et voilà. D'un certain angle, le film est léger, et que je pense que d'un autre, il est peut-être assez grave en même temps, mais sous une forme de légèreté et de comédie qui permet éventuellement de raconter des choses de façon plus souriante que si il y a des coups de revolver au bout de toutes les 10 minutes. J'avais invité quelqu'un. Eh bien, cette nouvelle tendance sourire de la nouvelle vague, à Cannes, le public et les critiques semblent avoir beaucoup aimé. Tu connais pas? Louis. Puis on vient de l'apprendre, l'exploitation du film Roberto Succo, présenté l'autre jour à Cannes, a été suspendue dans tout le département de la Savoie, où réside justement la famille d'un policier qui avait été tué par Roberto Succo. Mauro Bolognini nous a quittés. Le cinéaste italien avait 81 ans. Il avait présenté à Cannes son film Les Amoureux en 1956, film qui l'avait révélé. Le football maintenant est la première grande finale européenne, une finale que vous allez pouvoir suivre dans un instant sur notre antenne et qui met aux prises la grande équipe de Liverpool au petit poussé espagnol d'Alaves. Mais méfiance pour les hommes de Gérard Rouillet, les Espagnols ont quand même épinglé l'Inter de Milan et les Allemands du Kaiserslautern dans les matchs précédents. Julien Herrichon. Que l'on soit supporter des Bleus d'Alaves ou bien des Rouges de Liverpool, c'est un peu la même rengaine. À quelques heures du match, on chante et on montre ses couleurs. 9e du championnat espagnol. Les joueurs d'Alaves jouent ce soir en finale de la Coupe de l'UEFA. C'est un peu comme si Guingamp atteignait ce même niveau. L'exploit est tout proche. Jordi pourrait alors, comme son père Johan Cruyff, obtenir le sacre européen. Je pense qu'il faut être réaliste. Nous sommes à 11 contre 11, nous avons 50% de chances de l'emporter, mais j'ai un bon pressentiment pour ce match. Vitoria, ville calme et prospère, capitale du Pays basque espagnol, ne vibre en général que pour ses basketteurs, finalistes cette année de l'Euroleague. Mais les footballeurs montrent désormais le bout de leurs crampons. Leur parcours européen est étonnant. Rosenborg, l'Inter Milan ou Kaiserslautern ont dû s'incliner sur leur passage. Il y a 3 ans, Alaves jouait encore en Division 2. Le club possède l'un des plus petits budgets du championnat espagnol, mais croit en ses valeurs. La simplicité, le travail, c'est un club modeste où il n'y a pas de stars. Pour leur première participation européenne, les Espagnols d'Alaves s'attaquent au club mythique de Liverpool et pourraient à leur tour rentrer dans la légende. Voilà, c'est bientôt la fin de ce journal. Je vous en rappelle les 2 principaux titres. Engagez-vous, rengagez-vous. Jack Lang cherche des profs. 165 000 postes sont à pourvoir d'ici 2005. Et puis l'ancien ministre Gérard Longuet mis en examen par les juges du pôle financier dans le cadre de l'enquête sur l'attribution des marchés des lycées d'Île-de-France.
Tout de suite la météo, ce sera Isabelle Martinet, suivi du match de la Coupe de l'UEFA. Charles Guitry et Christophe Josse vous attendent pour le match Liverpool-Vitoria Alaves, pardon. 22h45, ça se discute. Minuit 50, le dernier journal, ce sera Thierry Tuillier. Demain, dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra André Santini. À 13h, ce sera Gérard Rolls. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver ici aux alentours de 20h. Bonne soirée sur France 2.